70 millions, je te construis ça. Donc, il va avoir une autre entreprise qui lui dit, pour les matériaux standards, avec 70 millions également, je te construis ça. Okay. Donc, Habib va se dire, non, finalement, Mariama, tes matériaux ne sont pas moins chers. Tu vois? Alors qu'il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, le coût d'exploitation qui prend en compte l'entretien du bâtiment, l'utilisation, c'est-à-dire les factures électriques, le bilan énergétique. Mais avec la terre crue, nos factures d'électricité sont réduites d'au moins 30% à cause de la climatisation naturelle du matériau, qui fait qu'on a le niveau de confort désiré. En même temps, ça dure beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est ça. Et donc, tu prends en fait cette réduction sur ta facture d'électricité, sur l'économie également, sur l'entretien, sur toute la durée d'utilisation de ton bâtiment qui est d'au minimum 50 ans si on fait la comparaison avec le ciment. Okay. Et donc, c'est là où se trouve, la réelle économie. Il faut analyser la chose de manière multidimensionnelle en fait. C'est ça, sur le long terme. Sur le long terme. Il ne faut pas voir ce que ça vous coûte actuellement et au moment présent, mais mieux vaut l'analyser sur le long terme en termes de coûts. Et il y a ce qu'on appelle directement les coûts indirects. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'impact sur la santé des matériaux en terre, des matériaux, je veux dire, standards, qui sont non négligeables. Donc, parce que la terre crue également, c'est fait sans additifs chimiques, c'est un produit qui est carrément naturel, qui est sain, donc qui ne dégage aucun COV, c'est-à-dire de composés organiques qui sont volatiles, donc qui permet vraiment à l'être humain de se sentir bien, d'être épanoui et de bien respirer en fait. Ça se voit que tu es une fervente défenseur des matériaux écologiques, quoi. En tout cas, salam, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici le boy Habib Sall et qui est Serine Modou Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle préféré qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc aujourd'hui, je vais vous débarrasser de ma longue introduction. J'imagine que nous sommes devenus une communauté, on se connaît, on se comprend maintenant. Vous savez pourquoi le podcast existe. Ça existe pour inviter des personnes compétentes qui peuvent venir partager leur expérience pour avoir des conversations inspirantes, enrichissantes et surtout des conversations significatives. Donc sans plus tarder, notre invitée d'aujourd'hui est une ingénieure en génie civil spécialisée dans la construction, l'étude, le design, et elle est la fondatrice du cabinet DNA, Design Engineering Architecture, qui est un cabinet d'architecture et de construction bioclimatique et écologique. Donc, elle aide ses clients à construire la maison de leurs rêves, à rationaliser leur espace et surtout à optimiser leur bilan énergétique. Donc, sans plus tarder, aidez-moi à accueillir sur le podcast ma chère Mariama Diamboni Badji. C'est ça, j'espère que j'ai bien dit le nom. Effectivement, tu as bien prononcé. Merci Mariama. Merci beaucoup Habib, merci à toi pour l'invitation. Je suis content de te recevoir, je suis reconnaissant pour cette opportunité. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient en fait connaître ton parcours, est-ce que tu peux nous dire de manière détaillée déjà ton enfance, ton parcours scolaire, ton parcours professionnel? D'accord. Alors, encore merci beaucoup à toi, Habib. Alors, moi, c'est Mariama Diamboni Badji, tu l'as bien dit. Ouais. J'ai 24 ans, je suis sénégalaise. J'ai principalement grandi à Thiès. J'ai grandi avec ma grand-mère, parce que mes parents étaient plutôt à l'étranger. Super. Donc, côté cursus scolaire, j'ai fait Thiès, Collège Saint-Gabriel, où j'ai eu mon baccalauréat. Et après, j'ai intégré l'école supérieure polytechnique, option génie civil. Génie civil. Ah, on est passé par la même école. Voilà. Des ressortissants de l'école supérieure polytechnique. C'était comment ton expérience au département génie civil? Une expérience enrichissante. Parce que, je veux dire, je ne vais pas parler de l'expérience seulement au département génie civil, mais plutôt de l'expérience à l'école supérieure polytechnique, en fait. Okay. Donc, c'est une école qui m'a forgée. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, sans mon passage à cette école, je ne sais pas si on aurait parlé de Mariama, ou même si aujourd'hui tu m'aurais invité, en fait, parce que j'ai eu à rencontrer très belles personnes. Super. Donc, qui m'ont marqué côté parcours, qui ont vraiment aidé à
faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en moi. Donc, des personnes avec qui je chemine jusqu'à présent et qui m'accompagnent, que ce soit dans le travail et même dans la vie de tous les jours. Super, moi j'ai le même ressenti aussi. Hein. J'ai eu des profs exceptionnels qui sont restés toujours des amis proches. Et c'est une école qui nous a forgés tous les deux et tous les ressortissants. Et ce que j'aime là-bas, c'est cette camaraderie qui existe même au-delà de l'école en fait. Dans le cadre du travail, jusqu'à maintenant, on s'entraide. On s'échange des documents, parfois on a un problème technique, on s'appelle, et c'est très important. Les fameux hits, c'est important en fait. C'est une communauté et c'est toujours une fierté de dire que je suis polytechnicienne. Oui, une grande fierté. Mais comment tu as découvert la construction, le génie civil, le design, l'engineering? Alors, je veux dire que moi, depuis toute petite, j'ai toujours été intriguée par les bâtiments. Je me demandais, mais comment ces bâtiments sont? Comment se fait-il que ces bâtiments tiennent en fait? Donc, je voulais faire architecture. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussée à faire la série S1. J'ai continué. Après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai eu une préinscription, une bourse déjà sur ma table. Mais mes parents revenaient au Sénégal la même année, en 2016. Donc, super. J'avais 18 ans, ma mère me dit, tu es encore jeune, j'aimerais vraiment que tu fasses 2 ans au Sénégal avant de partir. Vous savez, les parents africains. Donc j'ai dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Mais j'avais réussi le concours d'entrée à l'école supérieure polytechnique, option génie civil. Parce que je me disais que ça se rapprochait plus en fait de ce que je voulais faire. Et donc comme ça, je suis partie à l'ESP. Et l'aventure a commencé. Donc, même lorsque les 2 ans ont passé, parce que j'ai d'abord fait le cycle DUT, avant de faire le cycle de cycle ingénieur. Du coup, après les 2 ans, elle m'a dit, mais tu fais ta préinscription, on va t'accompagner et tout. Je dis, mais moi, je reste, j'ai plus envie de partir. Et donc, voilà, depuis lors, je suis là. Et disons que c'est au département génie civil que j'ai vraiment compris, en fait, ce qu'était la construction. Donc, parce qu'en tant qu'ingénieur, souvent notre rôle ne se limite pas seulement à concevoir les structures, c'est également assurer la sécurité, parce que c'est un ensemble. Et dire aussi que c'est à l'ESP que j'ai pu découvrir les constructions écologiques. Parce qu'il y avait une conférence, je me rappelle lorsque je suis en 2e année, le titre de la conférence c'était construire en terre. Moi je me suis dit, mais tiens. Construire quoi? En terre. Ok. Je me suis dit, mais comment on peut construire avec de la terre? En fait, c'est la curiosité qui m'a poussée à aller à cette conférence-là. Okay. Et voilà, quand je suis partie, c'était vraiment super intéressant. Donc j'ai pu découvrir à travers les panélistes que la construction en terre avait un rapport direct avec la préservation de l'environnement. Et c'est ce qui m'a charmée, ce qui m'a attirée à vouloir m'intéresser davantage à ce type de construction. Et voilà, aujourd'hui, à lancer DNA qui évolue dans ce secteur. Dans le secteur. Maintenant, bon, on va entrer dans le vif du sujet puisque tu en as parlé déjà, construction écologique, les différentes formes de construction. Donc, quelles sont les différentes formes de construction qu'on peut avoir? Et est-ce qu'on peut faire une comparaison en termes de coût? Effectivement. Donc aujourd'hui, moi je classe les choses en vraiment 2 grandes catégories. Il y a les constructions standards, donc avec les matériaux que nous avons l'habitude d'utiliser, donc à savoir le béton, le ciment, voilà, tout ce qui est standard. Et d'une autre partie, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les constructions bioclimatiques, constructions durables ou écologiques en fait. Et donc l'idée de ces constructions-là, parce qu'il n'y a pas un modèle figé qui dit que ça, c'est une construction écologique, durable ou bioclimatique. Mais c'est plutôt un ensemble de techniques, en fait, qui, regroupées, permettent de réduire même la consommation énergétique d'un bâtiment. Quelles sont ces techniques, par exemple? Donc, ces techniques-là, ça commence dès la conception du bâtiment, c'est-à-dire lorsqu'on va d'abord faire le plan de la maison, avant même la construction, prendre en compte ce qui est aération, orientation du bâtiment. Par exemple, nous, au Sénégal, nous sommes dans l'hémisphère sud, je veux dire. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est ne pas orienter nos façades parce que la trajectoire du soleil, c'est de l'est vers l'ouest. Donc, il ne faut pas orienter nos façades vers le sud, c'est ça? Regarde, le soleil fait est vers l'ouest. Lorsque nous sommes dans l'hémisphère sud, il a tendance à faire sud-est, sud-ouest. Du coup, ces parois-là sont plus exposées au soleil. Et donc, il faut éviter de mettre, par exemple, des baies vitrées sans double vitrage sur ces parties-là parce que va faire excessivement chaud. Il faudra après des climatiseurs pour avoir le niveau de confort qui est désiré. T'as raison. Donc c'est de petits éléments à prendre en compte. Donc la conception, l'orientation, on en a parlé. Et après, il y a ce qu'on appelle l'utilisation des matériaux, c'est-à-dire des matériaux qui, même de leur production,
à leur utilisation permettent vraiment de réduire, leur impact environnemental, c'est-à-dire des matériaux qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. Quels sont ces matériaux, par exemple, qui ne consomment pas beaucoup d'énergie? Je vais principalement parler de ce que je maîtrise le plus, donc à savoir la terre crue et la terre cuite, et le TIFA également. Donc, la différence entre les deux, c'est juste le terme cuite, c'est-à-dire cuisson. Donc, c'est quoi? D'abord, je sais qu'il y a des phonétiques, des gens stupides comme moi qui nous regardent là. C'est quoi la terre? C'est quoi une terre? Alors, désolé, hein? La terre, c'est un matériau qui provient en fait d'une roche qui s'est dégradée. En termes vraiment très basiques, c'est ça la terre. Donc ça peut être de l'argile, ça peut être du sable. Mais aujourd'hui, quand moi je parle principalement de construction en terre, on fait plus référence à l'argile. À l'argile pour construire. Ok. Maintenant, la terre cuite et la terre crue. C'est quoi la différence? Tu l'as toi-même dit. Crue et cuite, en fait. Je te laisse développer. Donc, si c'est cuite, ça veut dire qu'on l'a mis au four, on l'a chauffé. Voilà, on l'a mis dans des fours. Par exemple, c'est mis dans des fours jusqu'à 900 voire 1200 degrés Celsius. Et donc, après, la différence, c'est l'isolation acoustique. Parce que les avantages de la terre crue, par exemple, pourquoi on construit en terre crue, c'est comme les Canaries, les Nda, dont c'était en argile. Donc, on arrive à avoir de l'eau fraîche avec. Grâce à l'isolation thermique. L'argile le matériau a une grande inertie thermique. Donc, aujourd'hui, avec ce même principe, on construit une maison, mais à l'intérieur, il va faire frais lorsqu'il fera chaud dehors. Il y aura une température ambiante également lorsqu'il fera frais dehors. Donc, ça nous permet d'avoir le niveau de confort désiré, vraiment. Mais quel est le coût de cette construction-là? Si on compare ça avec nos constructions traditionnelles, d'habitude, à Dakar ou partout dans la région, vous voyez souvent du ciment, des bâtiments construits avec du béton et du ciment. Maintenant, est-ce qu'ici au Sénégal, on a des zones où c'est construit avec de la terre cuite ou avec de la terre crue? Et quelle est la différence en termes de prix? D'accord. Par exemple, au Sénégal, on a beaucoup de constructions en terre cuite, surtout si on voit les zones coloniales. Par exemple, l'île de Gorée aussi. Gorée, on en a également à Dakar, par exemple, la Chambre de commerce de Dakar, construite en terre cuite. Et également à Thiès, on en a. En termes de terre crue, on retrouve ça plutôt au sud, en Casamance. On a ce qu'on appelle les casas étages, les casas impluvium, construits par les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils ont fait ça en terre crue, pas avec des briques, nous, parce qu'actuellement, on essaie de moderniser, mais eux, ils ont vraiment fait ça à l'ancienne, avec l'adobe de la terre, juste mélangé à de l'eau, et ça tient toujours. C'est quoi le moucharabia? En fait, le moucharabia, c'est... Comment ça se prononce? Moucharabia, mais c'est un mot arabe, j'imagine. En fait, c'est inspiré de l'architecture arabe. Moucharabia. Non, le moucharabia, il a plusieurs rôles dans une construction. Donc, il permet, parce que les briques sont espacées, donc on arrive à avoir de la lumière. Ça permet d'éclairer, mais éclairage... C'est une forme de construction, en fait, oui. Par exemple, on peut faire un mur, mais c'est en forme moucharabia. On a des espaces entre les briques, donc qui permet d'avoir de la lumière et également de l'air, permet à l'air de circuler. En fait, c'est une manière de construire qui permet à l'air de rentrer librement et de sortir librement. Et ainsi que la lumière, en fait. Et ça a également un rôle esthétique. Un rôle esthétique, quoi. Est-ce que vous en avez fait ici au Sénégal? Oui, on a construit des bureaux sur Thiès. Et il y a une partie où on a un moucharabia carrément. Comment je peux avoir un moucharabia, moi? Est-ce qu'on peut avoir un moucharabia sur un bâtiment béton ou bien sur un bâtiment en ciment? C'est possible parce que c'est une technique de construction qu'il est possible d'appliquer également aux matériaux qui sont standards. Et on le fait souvent au niveau des façades, c'est ça? Oui, c'est possible de le faire au niveau des façades, c'est possible de le faire à l'intérieur, par exemple. Ici, avec un joli moucharabia en terre. Non, je blague. Mais le nom m'a intrigué parce que je me disais que ça c'est un nom arabe, quoi. Effectivement, c'est inspiré de l'architecture arabe. Parce que souvent, on retrouve cette forme-là, au niveau des mosquées. Tu vois, je pense qu'au Niger aussi, les pays arabes, parfois, je pense qu'il y a pas mal de structures arabes
qui sont faites avec de la terre cuite ou crue. Effectivement, aujourd'hui. Les pyramides, par exemple. Si, non, en termes de, si on consulte l'histoire, on a vraiment beaucoup, je veux dire, beaucoup d'exemples. Il y a aujourd'hui au Yémen, on en a, en Iran, je veux dire, au Mali, qui est plus proche de nous, on a les mosquées de Tombouctou, en fait, qui jusqu'à présent tiennent. Et c'est pour montrer que c'est un matériau qui est durable. Donc, c'est-à-dire côté longévité, durée de vie du matériau, il n'y a vraiment pas à se faire de souci pour ça. Ok, donc les matériaux sont beaucoup plus durables que le ciment. Parce qu'en termes de durée de vie, pour un bâtiment standard en ciment, on va dire que la durée de vie est de 50 ans. 50 ans. Voilà. Et pour un bâtiment en terre cuite ou crue? Je ne vais pas m'aventurer à dire illimité parce que je ne sais pas. Parce que comme c'est un matériau qui, je dis, respire également, donc qui se recycle aussi, donc, parce qu'on est dans une logique d'économie circulaire, il est vraiment actuellement difficile de dire la durée de vie. Et voilà. Mais revenons à la question initiale. En termes de périls. Parce que moi, je connais les périls. La comparaison entre les périls, déjà, un péril d'un bâtiment avec de la terre cuite ou crue et un bâtiment avec du ciment. Je sais que c'est ce qui intéresse le plus les Sénégalais, je veux dire, mais bon, les autres de façon globale. Parce qu'ils s'attendent à ce que le prix, je veux dire, le coût d'investissement soit forcément moins cher. Donc, je vais t'expliquer très rapidement. Quand on parle de construction, il y a ce qu'on appelle le coût global du projet. Donc, le coût global, il comprend et le coût d'investissement et le coût d'exploitation. Donc, aujourd'hui, Habib vient me voir, il me dit qu'il va construire un R+4, etc. Il me dit qu'il veut faire ça en terre crue. Bon, je peux lui dire aujourd'hui, ok, juste un exemple, tu me donnes 70 millions, je te construis ça. Donc, il va avoir une autre entreprise qui lui dit, pour les matériaux standards, avec 70 millions également, je te construis ça. Donc, Habib va se dire, non, finalement, Mariama, tes matériaux ne sont pas moins chers. Tu vois? Alors qu'il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, le coût d'exploitation qui prend en compte l'entretien du bâtiment, l'utilisation, c'est-à-dire les factures électriques, le bilan énergétique. Mais avec la terre crue, nos factures d'électricité sont réduites d'au moins 30% à cause de la climatisation naturelle du matériau, qui fait qu'on a le niveau de confort désiré. En même temps, ça dure beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est ça. Et donc, tu prends en fait cette réduction sur ta facture d'électricité, sur l'économie également, sur l'entretien, sur toute la durée d'utilisation de ton bâtiment qui est d'au minimum 50 ans si on fait la comparaison avec le ciment. Et donc, c'est là où se trouve la réelle économie. Il faut analyser la chose de manière multidimensionnelle, en fait. C'est ça, sur le long terme. Sur le long terme. Il ne faut pas voir ce que ça vous coûte actuellement et au moment présent, mais mieux vaut l'analyser sur le long terme, en termes de coûts. Et il y a ce qu'on appelle directement les coûts indirects. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impact sur la santé des matériaux en terre, des matériaux, je veux dire, standards, qui sont non négligeables. Donc, parce que la terre crue également, c'est fait sans additifs chimiques, c'est un produit qui est carrément naturel, qui est sain, donc qui ne dégage aucun COV, c'est-à-dire de composés organiques qui sont volatiles, donc qui permet vraiment à l'être humain de se sentir bien, d'être épanoui et de bien respirer en fait. Ça se voit que tu es une fervente défendeur des matériaux écologiques, quoi. En tout cas, aussi. Voilà. Mais en termes de... Est-ce que les modes de construction des Sénégalais contribuent ou bien augmente ou diminue notre bien-être et santé? C'est une question, je veux dire, voilà, donc je vais y répondre directement juste pour te dire, parce que aujourd'hui au Sénégal, souvent on a l'habitude de construire de la même façon. De la même façon, si tu vois les façades au Sénégal, elles sont toutes pareilles. Et souvent c'est compliqué. Mais on a l'habitude de construire sans prendre en compte ce qui est orientation. Donc c'est important. Circulation de l'air. Souvent, nos maisons au Sénégal ne sont pas assez ventilées. Dans certaines pièces, en journée, on est obligé d'allumer des lampes pour y être. Alors que tout ça, ça fait que l'on consomme en fait beaucoup plus d'énergie. Je suis parfaitement d'accord. Maintenant, donc si je comprends bien, sur le long terme, mieux vaut avoir une construction en terre cuite, non seulement écologiquement parlant, ça pollue moins. Voilà. Et sur le plan sanitaire aussi, c'est mieux pour votre bien-être et votre santé aussi, parce que ça ne produit pas de produits toxiques.
Et aussi en termes de coût d'exploitation, c'est moins cher. Vous allez dépenser moins, quoi. Voilà, pourquoi les gens ne font pas ça ainsi, avec tous les avantages qu'on vient d'énumérer là? Parce que les gens ne connaissent pas le matériau. C'est un matériau qui aujourd'hui est stigmatisé. Pourquoi? Parce que pour eux, souvent, les constructions en terre, on retrouvait ça dans les zones reculées, dans les villages, tu vois. Donc, les gens se disent, bon, c'est un matériau qui vraiment... Je vais utiliser ça pour construire le village, en fait. Okay. Alors qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de la modernisation, c'est-à-dire de construire vraiment des bâtiments qui sont contemporains, les construire en ville, pour montrer aux gens qu'aujourd'hui, le matériau, il s'adapte, en fait, à toutes les bourses. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des logements sociaux avec le matériau terre. On peut faire également des logements à vraiment très haut standing avec la terre. C'est un matériau qui s'adapte en fait en fonction de vos besoins. En fonction de vos besoins. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez des projets pilotes ou bien des cas d'école où les gens peuvent aller pour regarder en fait des bâtiments construits de cette manière pour en fait chercher de l'inspiration, mais aussi voir le produit en temps réel pour pouvoir juger, quoi. Bien sûr. Souvent, on organise des visites de chantier pour les gens qui le veulent. Parce il y a des bureaux que nous avons déjà construits sur Thiès qui sont utilisés depuis 2020. Il y a également une maison qui est sur Thiès depuis 2020 également. Et il y a des chantiers qui sont en cours. Donc souvent, on invite vraiment les gens à venir voir parce qu'ils ont souvent du mal à se projeter avec le matériau. Et ça se comprend en fait avec toutes les idées reçues qu'il y a autour, et c'est toutes ces idées-là que nous essayons de déconstruire en fait pour faire la promotion du matériau, expliquer aux gens le matériau, quels sont les avantages, pourquoi il faut aujourd'hui plus que jamais se mettre vers la construction en terre, et voilà. Non, je comprends. Maintenant, revenons un petit peu. Bon, on va faire un marche arrière. Désolé, je pose beaucoup de questions. Non, il n'y a pas de souci. Parce que je suis intéressé aussi. Quel est le processus d'acquisition d'un terrain pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient acquérir un terrain? Je veux qu'on aborde la discussion. D'abord, on va parler du processus d'acquisition du terrain. Après, on va parler sur les éléments incontournables avant, durant et après chantier, et les éléments de vérification en quelque sorte. D'abord, le processus d'acquisition d'un terrain. Les processus, ils sont multiples. Alors, tu sais, maintenant, il y a beaucoup d'agences immobilières qui aujourd'hui trouvent déjà les terrains, donc se chargent de trouver les vrais papiers, parce que le foncier au Sénégal, c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est un réel problème, donc il faut vérifier les papiers, l'authenticité, donc se rapprocher de ces agences-là nous permet en fait à nous particuliers, bon, je ne parle pas en tant que Mariama de DNA, et à nous particuliers de pouvoir être sûrs en fait du bien immobilier que nous allons acquérir. Mais quels sont les documents en fait dont vous avez besoin pour faire un plan d'étude ou bien un plan d'architecture à un client? Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'un client vient nous voir, on lui demande le plan cadastral. Et le plan cadastral, il est obtenu soit au service d'urbanisme, au service de cadastre, ça dépend de la zone où il se trouve. Mais le plan cadastral, il permet d'avoir la vue globale du terrain. Et c'est un plan, souvent les terrains sont rectangulaires, carrés, quelle que soit de la forme. Il y a les coordonnées des différents points en fait. Et donc nous, c'est ce qu'on utilise avec nos logiciels pour vraiment avoir les dimensions exactes du terrain. Parce qu'aujourd'hui, les dimensions communiquées diffèrent de la dimension exacte. Ça peut différer en fait. Parce qu'Habib va venir me voir, il va me dire, bon, Mariama, j'ai un terrain de 1000 mètres carrés et je voudrais que tu me fasses un plan. Donc, 1000 mètres carrés, mais comment c'est réparti? Après, il va me dire 1000 mètres carrés alors que c'est 990 mètres carrés. Donc, tu vois, il y a ces petites différences-là que, voilà, pour vraiment régler ça, on demande le plan cadastral. Et à part le plan cadastral, est-ce qu'il y a un autre document? Non, on demande le plan cadastral. Après, c'est plutôt des échanges avec le client pour mieux cerner ses besoins. Parce que la conception d'un plan architectural également, je veux dire, dépend des besoins du client. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un plan peut-être pour Habib, mais ça ne va pas dire que Flo va reconduire la même chose en fait lorsqu'il va construire, parce que les besoins sont différents peut-être. Voilà, vous ne voulez peut-être pas vivre de la même façon et ça se répercute sur le plan architectural. Donc, ce n'est pas seulement un plan, mais ni une maison qu'on fait, mais c'est carrément tout un cadre de vie qu'il faut bien penser, bien y réfléchir pour que voilà, la personne puisse avoir l'épanouissement et le confort désiré. Maintenant, j'ai une autre question. Par exemple, si un de tes clients vient te voir et te dit, par exemple, je veux construire, mais j'ai des moyens limités. Donc, vous, en tant qu'expert,
votre agence, sur quel élément vous allez optimiser, par exemple? Ou bien, est-ce que vous conseillez aux gens d'avoir suffisamment de moyens et de faire les choses à la règle, de ne pas optimiser sur quoi que ce soit? Ou est-ce qu'on peut optimiser sur les matériaux, sur l'espace, rationaliser, ainsi de suite? Comment on peut avoir de la juste qualité à un prix abordable? C'est possible? Non, c'est très possible parce que souvent des gens viennent nous voir et c'est ce qu'ils nous disent carrément. Ils nous disent, bon, Mariama, vraiment, aujourd'hui, on a un projet, on veut construire, on veut terminer notre maison, on veut... Parce que la location est chère. C'est ça, c'est sûr, c'est cher. Ils viennent te voir, ils te disent, moi, mon budget, c'est ça. Souvent, ils viennent avec des plans. Donc, tu leur dis, avec ce plan-là, par exemple, aujourd'hui, Habib, il me dit qu'il a 15 millions, il veut faire un Air plus 4. Je vais lui dire, mais Habib, ça aussi. Ça, on est d'accord, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est là où vraiment l'optimisation et la rationalisation entrent en jeu. Donc, ce qu'on fait souvent, parce qu'on a une direction artistique qui se charge carrément des plans, donc qui revoit le client, les besoins. Mais voilà, le nécessaire qui vraiment pourra s'adapter à son budget. À son budget. Voilà, ça c'est important. Au niveau optimisation des ressources également, parce que pour les matériaux, nous déjà, même sans avis du client, notre rôle c'est de toujours optimiser. Ouais. On optimise toujours. Maintenant, après, ce qu'il faut voir en fonction du budget, il faut voir l'espace, l'utilisation de l'espace, mieux l'organiser et surtout qu'il y ait une bonne gestion de l'espace. C'est très important. Quelles sont les différentes opérations que vous faites avant et après chantier? Donc, avant chantier, c'est plutôt... quand tu me dis avant chantier, c'est avant vraiment le démarrage des travaux, c'est ça? D'accord. Donc, généralement, lorsqu'il y a un client avant le démarrage des travaux, ce qu'il faut faire, c'est les études. C'est les études, la phase études qui est super importante parce que c'est là où le projet il commence. Donc, il y a la phase étude architecturale où il y a les plans qui sont émis, les coupes, les façades, où vraiment il y a, je veux dire, ce travail de design-là également qui intervient. Parce que comme nous sommes sur des matériaux, je veux dire, qui sont stigmatisés, donc il est important qu'on puisse bien les mettre en valeur. Et donc après ces études architecturales plutôt, à ce qu'on appelle les études techniques. Parce que voilà, les architectes, eux, ils ne font que rêver, ils imaginent en fait. Mais c'est ça, en fait. Les architectes, c'est quoi leur boulot? C'est juste faire le design, c'est ça? Non, pas juste faire le design. Ils font la conception. Ils font la conception parce qu'aujourd'hui, non, qui est différent du dimensionnement. Par exemple, Habib va me dire qu'il veut mettre en place 2 chambres salon, exemple. Il va me dire qu'il veut une chambre de 2 sur 2 mètres carrés, quoi, parce que lui, il est en train de voir comment optimiser ses ressources. Mais l'architecte va lui dire qu'une chambre de 4 mètres carrés, par exemple, c'est pas vraiment le minimum pour que la personne, c'est pas recommandé, c'est pas le minimum, c'est pas, je veux dire, l'architecte permet en fait au client de pouvoir respecter les règles, je veux dire, d'urbanisme. Il y a les règles d'urbanisme qui sont à respecter quand on fait un plan. Il y a également le confort, parce que le rôle de l'architecte, c'est de pouvoir toujours concevoir une maison ou un bâtiment où l'individu ou l'être humain pourra circuler, vivre, évoluer, mais je veux dire, tout en étant épanoui. C'est ça le rôle de l'architecte. Et donc, l'architecte, il termine cette phase-là de réflexion où vraiment il a conçu le projet, il a réfléchi même aux façades, au design, il passe le dossier à l'ingénieur. Vous. Voilà. Il nous passe le dossier. Cher Mariama. Voilà. Et donc, à ce stade-là, nous, notre rôle, c'est de voir aujourd'hui. L'architecte a imaginé une structure mais qui est méga jolie, que tout le monde trouve super beau. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de voir comment on peut réaliser cette structure-là. C'est-à-dire, c'est là où on va faire le dimensionnement dont tu parles, par exemple. Parce que le dimensionnement, c'est une étude de structure qui permet de connaître les types de fer qu'il faut utiliser. Par exemple, aujourd'hui, je vais dire, exemple, pour faire un poteau, je vais dire, pour que ce poteau-là puisse tenir, comment l'architecte l'a fait, supporter toutes les charges, il me faudra, par exemple, utiliser du fer de 12. Donc, tout ça, c'est à aussi nous. l'étude de sol. C'est à nous, ingénieurs, voilà. L'étude de sol permet en fait de commencer le dimensionnement. Voilà, parce que ça va dépendre d'une zone à l'autre. Voilà. Et après, il y a quoi? L'étude de sol, dimensionnement. Étude de sol, il y a le dimensionnement, il y a également les plans d'îlots techniques à faire, souvent qui sont, je dirais, un peu négligés au Sénégal. C'est quoi le plan d'îlots techniques? Les plans d'îlots techniques, ça comprend principalement tout ce qui est électricité, menuiserie, plomberie. Donc, parce que
je veux dire, avec les briques en terre crue, par exemple, il est vraiment super important, avant que le projet démarre, de connaître où les câbles vont passer, les réservations. Ok. Voilà. Parce que c'est parce qu'il y a l'interférence entre les matériaux et les fils, par exemple. C'est pour éviter de casser la brique. Ok. Il ne faut surtout pas casser les briques. Donc, du coup, tous les plans doivent être prêts pour les superposer, pour savoir, par exemple, combien de briques électriques il faut. Les briques électriques, c'est les briques qui permettent de faire passer les gaines. Ok. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, quand tous ces plans-là, après, sont regroupés, et que le devis est fait, le client est passé à la banque, voilà, que le client est parti à la banque, il a amené beaucoup d'argent. Comme d'hab. à ce vous commencez à sourire. C'est bon. À ce stade-là, après, il y a ce qui est installation de chantier, parce qu'il faut aller sur le terrain, voir vraiment le terrain, où est-ce qu'il est situé, les alentours, installer le chantier, le matériel qu'il faut faire venir, assurer la sécurité, trouver le gardien. Et donc, il y a tout ça là, ça rentre dans la phase. Ça rentre dans la phase avant chantier. Parce qu'il faut que tout soit en place, comme ça, le chantier il démarre, mais il démarre quoi. C'est-à-dire, il démarre. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est optimisation des ressources aussi. Voilà. Durant le chantier et après le chantier. Durant le chantier, on a des équipes parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'avec la terre crue, côté pose, maintenant qu'on a des briques qui sont autobloquantes, côté pose, il n'y a vraiment pas de souci, ça se fait super rapidement. Mais on a su les former des briques autobloquantes, ça veut dire quoi? Moi, je suis nul, je te dis. Non, en fait, c'est comme des pièces de puzzle. En fait, c'est des briques qui s'entre-bloquent. Ok, voilà, je vois. Qui s'entre-bloquent. Ça fait qu'on évite de perdre du temps. Parce que sinon, à chaque fois, tu es obligé de mettre une brique, mettre un mortier. Après, là, on gagne du temps, en fait. Je vois. C'est ça les briques autobloquantes. Parce que je représente mes auditeurs et mes spectateurs. Donc non, je comprends. Toutes les questions bêtes. Même si je comprends, je fais semblant de ne pas comprendre. Ok, après. Et donc, du coup, lorsque, par exemple, c'est la phase chantier, nous, on avait nos équipes sur place parce qu'on a des équipes pour les divers corps de métier. Donc, on a vraiment formé par rapport aux matériaux que nous utilisons pour qu'ils soient également des ambassadeurs, c'est important, pour qu'ils maîtrisent les matériaux avec lesquels ils travaillent. Et donc, c'est toutes nos équipes qui font le travail sur le terrain, donc les différentes phases exécutées jusqu'aux finitions, parce que nous sommes une entreprise générale de travaux. Donc, fondation, je dis gros œuvre, remplissage, tout ça, coulage. Et après, il y a le second œuvre, donc qui comprend le carrelage, la peinture, les menuiseries, sanitaires. Donc, voilà, tout ce qui fait que ce qui permet d'agrémenter en fait le bâtiment. Donc, de rendre ça, je veux dire, plus beau. Plus beau, plus moderne, pour que les gens puissent accepter davantage de matériaux. Voilà. Et donc, après chantier, lorsque vraiment tout est prêt, il y a la phase de nettoyage qui est importante parce que souvent, on récupère les matériaux qui n'ont pas été utilisés. Souvent, on peut les garder, on peut voir comment les réutiliser sur d'autres sites. Par exemple, si c'est du gravat, on peut réutiliser ça sur d'autres sites. Et voilà, donc, tout est nettoyé, tout est prêt. Et je pense après, il y a la remise, en fait, la réception qui est faite par le client. Par le client. Maintenant, dans ces différentes étapes, il y a des phases de supervision, de vérification, de contrôle. Effectivement. Donc, quelles sont les étapes qui nécessitent forcément une vérification ou un contrôle de votre part? Parce que c'est des étapes critiques en quelque sorte. Je veux dire, par exemple, pour ce qui est de la structure, il y a les contrôles qui sont souvent faits par les laboratoires. Par les laboratoires qui viennent faire des tests d'écrasement, par exemple, pour voir quelle est la résistance du béton à 28 jours. Donc ça se fait souvent avant le coulage pour vérifier la formulation, si elle est effectivement exacte. Et donc principalement, mais sinon, nos équipes sont sur place durant tout le chantier, c'est-à-dire durant toutes les phases, parce qu'il est important, parce qu'il y a un conducteur de travaux pour chaque chantier, il est important de bien suivre le travail par rapport, je veux dire, à la qualité de finition désirée en fait. Ok, non, c'est très important. J'ai beaucoup appris. Merci. Maintenant, revenons au réchauffement climatique. Parce que
l'un de vos piliers, l'une de vos valeurs principales, c'est de faire des constructions écologiques, bioclimatiques, le respect à l'environnement. Donc, quel est le pourcentage d'émissions de l'industrie construction par rapport aux autres industries? Et quels sont les dispositifs ou bien les dispositions prises pour réduire en fait ces émissions, ces impacts environnementaux? D'accord. Donc, d'après ONU Habitat, donc, le secteur du bâtiment à lui seul aujourd'hui représente environ 40% des émissions de gaz à effet de serre. 40%. C'est énorme. C'est énorme quand même. C'est énorme. Donc, soit je pense 27 ou 25% de la consommation énergétique. Okay. Donc, juste pour expliquer à ceux qui ne savent pas, quand on parle de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, il ne faut pas juste voir le bâtiment qui est fini comme ça. On va se dire, mais bon, à quel moment ce bâtiment-là consomme d'énergie? Et ça commence à la phase extraction même des produits. Okay. Donc, par exemple, pour faire des matériaux de construction, ciment exemple, l'extraction, ça demande de gros engins, des moyens, c'est de l'énergie, le transport, après même la fabrication même du ciment ou d'autres matériaux, donc qui demande énormément d'énergie. La phase de construction, la phase d'utilisation même du bâtiment, parce que si on construit avec ces matériaux standards-là, pour, je veux dire, être à l'aise à l'intérieur, avoir le confort thermique, il nous faut des climatiseurs, des ventilateurs. Donc, tout ça, ça fait que... Des réfrigérateurs. Voilà, ça fait qu'à chaque fois, ça tourne. Donc, le compteur énergétique ne s'arrête pas, en fait. Et même pour détruire ces bâtiments-là, c'est encore de l'énergie. Et après, c'est pas recyclé, ça va directement à la décharge. Donc, c'est un cycle qui n'est pas fermé, qui est ouvert. Donc, c'est d'où, en fait, toute cette énergie-là qui est consommée. Et donc, de plus en plus, lorsqu'on s'est rendu compte de ça, les gens sont en train de faire la promotion de ce qu'on appelle le bioclimatisme, voilà, dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment un ensemble de techniques qui permet de réduire, de voir, par exemple, sur la chaîne dont on a parlé tout à l'heure, à quel niveau aujourd'hui, Abi, Flo, Mariama, Emma, à quel niveau vraiment on peut réduire cette consommation énergétique-là. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui. Et d'habitude, sur quel niveau vous faites un effort pour les réduire, le bilan énergétique, sur quel niveau? Par exemple, actuellement, nous, comme nous sommes également sur la production de matériaux, donc déjà, la production des briques en terre crue nécessite vraiment beaucoup moins d'énergie que les matériaux standards, parce que c'est une presse manuelle qui permet de faire les briques. Et donc les briques sont juste compressées. Bon, après, elles sont séchées, c'est la période de cure. Après, elles sont prêtes pour utilisation. Et donc, même durant la construction, c'est moins d'énergie qui est utilisée. Et durant l'utilisation même du bâtiment, bon, on s'est positionné sur la partie production et utilisation, vraiment. Ok. Quelle est la maison de tes rêves? Alors là, la maison de mes rêves, on n'a pas fini de la concevoir. Parce que t'es ingénieur, t'es designer, bon, des fois, je peux voir quelque chose qui me dit, bon, tiens, je vais voir Christelle, parce que c'est elle, notre directrice artistique. Je dis, Christelle, moi, je veux ça dans ma future maison, mais de toute façon... Quoi exactement? Dis-moi, inspire-moi. Non, déjà, je veux que tu m'inspires. Moi, je sais que ma maison, elle sera construite en matériaux, je veux dire, écologiques. Terre crue, terre cuite, et aussi avec le TIFA, parce que peut-être on n'en a pas parlé. Le TIFA, c'est quoi? Mais aujourd'hui, il y a Élémentaire qui propose des briques et des ourdis en TIFA. Donc, c'est une plante qui encombre la vallée du fleuve Sénégal. Donc, c'est une plante qui encombre, mais on s'est rendu compte que c'est un excellent isolant thermique. Et du coup, thermique et acoustique. Du coup, ils font des ourdis. Les ourdis, c'est les briques qui sont utilisées au niveau de la dalle. De la dalle pour faire le coulage avant de couler. C'est juste du remplissage. On met des ourdis en TIFA à la place, permet d'isoler thermiquement, acoustiquement et la planète se porte mieux. Ah, c'est bien. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Là. Je suis toujours en train de réfléchir. En tout cas, moi, la maison que mon idéal, c'est une maison basse. Moi, je ne voudrais pas construire en terre. Non. Ok. C'est une maison basse, je veux dire. Pour le matériau, je suis sur terre crue TIFA, comme je t'ai dit. Sur certaines... Non, le design, là, vraiment, je suis ingénieur. Laisse-moi me limiter à mon domaine et laisser vraiment la tâche aux architectes vraiment de me proposer quelque chose. Je sais qu'ils le feront bien, en tout cas. Super. Je leur fais confiance. Maintenant, dis-moi ton expérience à Dubai Expo. J'ai bien fait mes recherches à moi. C'était comment ton expérience à Dubai Expo? Non, mais c'était
magnifique ne peut pas décrire mon ressenti en fait. Inexplicable. Voilà, c'est parce que j'étais invitée pour prendre part à un panel lors de la Journée mondiale des villes. Okay. Et du coup, j'ai également eu l'occasion de visiter l'exposition. Mais pour te dire, j'ai même pas pu faire tous les pays tellement. Ah bon, ouais, j'ai entendu que c'était grand. Quoi. Non, mais c'était super grand, mais j'ai marché. C'est tout ce que tu as retenu, t'as marché. Non, j'ai marché grave, parce que voilà, on dirait, en fait, c'est toute une ville, en fait, parce que, et voilà, ce qui m'a marqué plutôt lorsque je suis sur Dubaï, c'est le niveau d'innovation. L'innovation, les avancées surtout technologiques qu'aujourd'hui les gens essaient d'inclure, que ce soit dans le bâtiment et dans d'autres domaines, parce que c'était une exposition qui était globale. Mais surtout, on a vraiment essayé de tisser des partenariats, donc de pouvoir élargir en fait nos domaines d'action, d'apprendre surtout, parce que on ne s'arrête pas, je dis on ne s'arrête pas, mais franchement, en termes de retombées, l'Expo Dubaï a vraiment été super positif pour moi. Oh, super. Est-ce que tu as pu copier certaines de leurs technologies là, que tu pourrais développer ici au Sénégal? En tout cas, on est en train d'y réfléchir, parce qu'à chaque fois, aujourd'hui, peut-être que c'est Mariama qui va représenter DNA, mais il y a toujours ces retours d'expérience, ces partages en fait que nous faisons en interne qui permet à l'équipe de toujours être sur la même longueur d'onde et qui permet tout le temps de pouvoir améliorer ce que nous proposons dans nos offres en fait, parce que les choses avancent mais super rapidement. Ouais, surtout dans votre domaine aussi, ça évolue constamment, les matériaux évoluent, donc, les techniques, les bonnes pratiques, les normes. Donc c'est pourquoi la recherche est vraiment incontournable dans tout domaine d'ailleurs. Je dis dans tout domaine. Qu'est-ce que tu as appris de Cotonou? Mais toi, tu es un espion finalement. Je suis un espion, je te dis. Donc Cotonou, franchement, c'était une semaine super intense. Super intense parce qu'on était 40 jeunes venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais c'était plutôt des formations, mais super pratiques. Parce qu'on a eu à faire des formations en leadership, en communication, donc comment gérer son image de marque, comment ne pas seulement s'apesantir sur l'aspect technique, mais également pouvoir bien vendre son produit. Et également, on a fait un séjour, je dis, à Porto Novo, au centre Songhai, qui est vraiment un centre de référence, d'excellence en matière d'agroécologie en fait en Afrique, où vraiment on a pu apprendre du modèle du système intégré, parce que je dis à Songhai, rien ne se perd, en fait, tout se transforme, tout est recyclé, donc voilà, donc c'est des initiatives qui nous permettent vraiment de pouvoir se poser des questions encore sur notre business, nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour encore améliorer, parce qu'on est toujours dans cette logique-là. Mais je veux dire que le grand plus de Cotonou, c'était le réseautage. Pourquoi? Parce que j'ai dit, on venait des coins et recoins de l'Afrique, sachant aujourd'hui que le marché, il n'est pas sénégalais, il est plutôt africain. Donc, pouvoir discuter avec d'autres nationalités nous permet en tant qu'entrepreneur, de parler de nos challenges, je veux dire, quotidiens. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, échanger, recevoir des insights qui nous permettent de nous améliorer, et c'est des relations qui vont vraiment nous servir, Inch'Allah. Super. Et comment tu es devenue ambassadrice des départements des Nations Unies? Habib, toi, tu me fais peur, franchement. Je te dis, je te permets. Donc là, je veux dire que c'était quand? En 2020, je crois. Ok. Bon, moi, j'avais juste vu l'annonce comme ça, j'ai postulé, j'allais même pas postuler, je me rappelle, c'est Mohamed Jean, un de mes amis, qui m'a aidé à remplir le formulaire, parce qu'on l'a rempli la veille, je me pense. Mohamed Jean de Katakeni ou? Non, pas Mohamed Jean de Katakeni. Donc, du coup, il m'a aidé à remplir ça, vite fait, comme ça, mais moi, après, j'avais oublié ça. Tu vois, parce que c'était quoi, pour être parmi les ambassadeurs des Nations Unies pour la promotion des ODD, il fallait juste faire des activités qui permettaient en fait de promouvoir certains objectifs de développement durable. Okay. Donc à l'époque, j'étais sur DNA, qui aujourd'hui rejoint l'ODD 13, la lutte contre le réchauffement climatique. L'ODD 11 également concerne les villes et communautés durables. Et toujours avec Africa Feliz également, où je suis volontaire, donc, qui fait dans la formation, surtout pour la lutte contre l'immigration irrégulière. Donc,
qui rejoint l'autre objectif. Je veux dire, déjà, 1, pas de pauvreté, une éducation de qualité, 8, qui concerne le travail et des emplois décents. Donc, tout ça qu'on avait mis, mais après, j'avais complètement oublié ça jusqu'au jour où je reçois un appel, c'est quelqu'un des Nations Unies, il me demande si j'ai déjà travaillé avec les Nations Unies. Je me rappelle, on avait rempli le formulaire au mois de février. Il m'appelle au mois d'août, je crois. Il m'a posé des questions, je lui ai dit non, j'ai jamais travaillé avec les Nations Unies. Il m'a dit, en tout cas, votre dossier est sur ma table. Je lui ai dit non, moi, j'ai pas postulé pour un job aux Nations Unies. Il m'a dit bon, d'accord. Il m'a posé des questions, j'ai répondu après. Moi, j'avais oublié ça. Jusqu'au jour où je reçois un mail me disant que sur plus de 7000 candidatures, je fais partie des 17 qui ont été retenues. Super. Donc là, je peux pas te dire quelle a été ma joie, en fait. Donc, c'était à la fois de la joie, la fierté et surtout un honneur, en fait. C'est un honneur. Je suis content pour toi et je t'en félicite. Et c'est mérité aussi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une question particulière que tu aimerais qu'on te la pose et qu'on ne te la pose pas assez? Bon, là, disons que je ne sais pas trop. Souvent, les gens, quand ils me voient, ils me demandent, en fait, ils me posent des questions, soit c'est sur l'entrepreneuriat, sur la construction. Donc, est-ce que c'est moins cher? Donc, cette question-là, franchement, on l'a déjà, on n'arrête pas de me la poser, en tout cas. Ok. Ah, super, super. Est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué dans ta vie? Qu'est-ce que tu as appris de cet échec? Oui, les échecs, j'en ai connu pas mal. Hein. Okay. Parce qu'à vrai dire, je veux dire déjà, DNA n'est pas le premier projet que je lance, en fait. Donc, il y a eu beaucoup d'autres qui n'ont pas abouti. Comme tout le monde. Qui n'ont pas abouti, mais bon, ça ne nous a pas arrêtés, en fait. Parce que je pense que la force de l'entrepreneur, c'est surtout cette capacité-là à pouvoir rebondir après nos échecs. Cette capacité surtout à pouvoir se relever, à se dire non, c'est pas un échec, c'est-à-dire c'est pas la fin, on apprend, on avance. Et cumuler, si je veux dire, des échecs entre guillemets nous permet en fait d'être une meilleure personne, c'est-à-dire de pouvoir au moins savoir quelles sont les erreurs à ne pas faire pour améliorer en fait notre vécu en tant qu'entrepreneur, mais surtout en tant que personne. Je pense que c'est important. C'est important. Pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient suivre le même parcours que toi, est-ce que tu as des outils, des principes, des conseils à leur donner? Oui, par exemple, aujourd'hui, je sais que le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui est en plein boom, parce que ça fait partie des secteurs économiques qui n'ont pas connu de baisse lors de la période de coronavirus. Et franchement, tous ceux qui veulent s'y lancer, moi, je les encourage vivement. C'est des études qui ne sont pas faciles entre guillemets, mais qui ne sont pas difficiles non plus. Il faut juste vouloir s'y mettre. C'est-à-dire, quand nous sommes étudiants, on le dit tous, il ne faut pas tout attendre des professeurs. Il faut aller faire de la recherche. Parce que c'est ce qui fait vraiment, je veux dire, la différence entre aujourd'hui les étudiants, en fait. Les étudiants, lorsque nous sortons de l'école, c'est ce qui reste. Donc, avoir cette capacité-là à aller faire de la recherche, à apprendre des choses par nous-mêmes, à être curieux. Parce que quoi que l'on puisse dire, la connaissance... Parce que aussi, l'école vous apprend à réfléchir, mais ne vous apprend pas comment vraiment faire, quoi. L'expérience, ça s'acquiert aussi. L'expérience s'acquiert sur le terrain et c'est vraiment super important. Donc, je sais que c'est un milieu d'hommes. Beaucoup de filles ou de femmes peuvent hésiter à se lancer parce qu'il y a des préjugés. Mais franchement, moi, je les encourage parce que l'idée aussi, quand on n'est pas seulement femme ou fille, c'est de rester vraiment propre à ses valeurs. C'est-à-dire, même si c'est un milieu d'hommes, mais voilà, c'est le travail. On travaille, on fait ce qu'on a à faire. Que l'on soit homme ou femme, on se fait respecter à travers nos compétences, à travers également les valeurs que nous véhiculons. Et quand tout ça, c'est réglé, les choses avancent d'elles-mêmes, en fait. Ok. Quelle est la partie que tu aimes le plus dans ce que tu fais et la partie que tu aimes le moins? Avant de poser la dernière question. La partie que j'aime le moins, franchement, c'est... Je ne sais pas si c'est ce que j'aime le moins ou plus, en fait. Parce qu'il m'arrive souvent d'être au chantier. Souvent, je vais au chantier pour voir ce qui se fait, même si je gère plus la partie administrative. Mais aller au chantier tous les jours sous le soleil, franchement, avec des casques de sécurité, voilà, les casques, les chaussures de sécurité. Non, mais en fait, des fois, je dirais pas que j'en ai pas envie. J'ai envie de le faire, mais c'est fatigant en fait. Je me dis, mais franchement, ma mère me répète tout le temps, mais
c'est toi qui as choisi en fait. Donc il faut assumer. Après, on se dit que voilà, c'est le métier que l'on choisit, que l'on a choisi plutôt. Et on aime ça en fait. Donc, la partie que tu aimes le plus je pense que ce que j'adore le plus aujourd'hui, c'est les interactions. Parce que en gérant plus la partie administrative, j'interagis beaucoup plus avec les clients. Donc, qui aujourd'hui, on sait construire sa maison ou construire un bâtiment, c'est un projet de vie. Donc, c'est un projet de vie, c'est des économies de toute une vie. Et quand ils viennent te parler de leur projet, déjà avec l'engouement, l'enthousiasme, c'est-à-dire ces émotions-là qui les animent, ils arrivent à les transmettre en fait. Et du coup, il y a souvent cet attachement, je veux dire, qui se crée, donc, parce que, comme on dit en fait, une relation de qualité commence, une confiance plutôt, ou bien même une relation de qualité commence par la confiance. Et c'est important, ça permet de créer ces liens-là, parce qu'il m'arrive, au-delà même du travail, après, garder des liens avec les clients, et je pense que c'est vraiment super important. Est-ce que tu as déjà visité une maison que tu as fabriquée pour un client qui s'est marié, qui a fait des enfants et qu'après tu es allé le visiter avec sa famille dans la maison que tu as construite? Ça va se produire bientôt parce qu'on a construit une maison pour une jeune dame qui est en train d'aménager avec sa maman, sa famille. Super. Et donc voilà, elle me dit, Mariam, il faut vraiment que vous veniez visiter la maison. Ma mère va vous voir. Mais bon, en tout cas, j'imagine déjà en fait, ça risque d'être plein d'émotions. Partage-moi l'expérience après, j'ai hâte d'entendre cette expérience. Inch'Allah. J'espère que tu ne vas pas pleurer. Bon, je croise les doigts. La dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Alors, comme je dis toujours en fait, tout ce que nous faisons, au-delà, je veux dire, de l'argent, de la notoriété, nous faisons d'abord pour l'impact. Je veux dire, aujourd'hui, moi, ce que je cherche à faire en fait, c'est d'arriver à impacter positivement la vie des gens de ma communauté, ceux qui m'entourent. C'est-à-dire pouvoir seulement, même si c'est par une phrase que j'ai eu à leur dire, pouvoir les inspirer. C'est-à-dire pouvoir également à les aider à construire des vies meilleures, bâtir des vies meilleures, pas seulement construire des maisons, même si cela passe effectivement par ça. Et parce que je me dis que c'est l'humain qui est au centre de tout. Et c'est important, même à la fin de la journée, que lorsqu'on se pose, se dire aujourd'hui, ok, j'ai été sur la Terre encore une journée de plus, mais quel a été réellement mon impact? Je pense que c'est ce challenge-là qui m'anime au quotidien et puis qui fait que, voilà, je trouve la force vraiment de pouvoir me donner à fond dans tout ce que je fais. Quelle est ta définition de la réussite? Alors, ma définition de la réussite, pour moi, déjà, ça passe forcément par l'impact dont je te parlais. C'est ça. C'est pour ça que je te posais la question, en fait. Donc, c'est forcément l'impact. Et forcément, quand on parle de réussite, après, on pense aussi à une indépendance financière qui s'ensuit. Mais celle-ci est en second plan chez moi. Donc, pour vraiment pouvoir dire que j'ai réussi, en fait, il faudrait que je puisse impacter beaucoup de vies. Sachant que ce soit un impact qui soit vraiment réel, en fait. Ouais, une cause noble que nous partageons tous les deux. En tout cas, Mariam, merci. Merci beaucoup à toi, Habib. Franchement, je suis honoré. J'ai beaucoup appris. Je te félicite. Je te suis de loin, mais là, c'est la première fois qu'on se voit. Et je vais continuer de te suivre de près maintenant, vu qu'on se connaît. Et je te souhaite que le meilleur. Je te souhaite que le meilleur au monde. J'espère que tes projets vont avancer et tu vas construire des immeubles, Inch'Allah. des stades et que le business va continuer à fructifier. Pour les gens qui aimeraient te contacter, comment ils pourront entrer en contact avec toi? Voilà, on est à l'ère du digital, on est sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, soit via ma page perso, Mariam Adjomouni Badji, via la page de l'entreprise DNA, et également il y a le site web de l'entreprise également. Super, donc on va mettre tous ces détails dans les show notes. D'accord, Inch'Allah. Est-ce que vous avez un dernier message à partager avec les gens qui nous écoutent? Donc juste te remercier encore davantage, toi et toute l'équipe pour l'invitation. C'est un honneur, un plaisir, parce qu'on est toujours honoré de partager. D'autres personnes ont partagé avec nous, nous ont inspirés pour qu'on puisse être, je dirais, à ce niveau. Donc on est gratifiant, on est reconnaissant. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de message, ce qu'il faudrait plus dire, c'est plus
à la jeunesse. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'en tant que jeune, nous avons les compétences qu'il faut, nous avons surtout l'énergie qu'il faut en fait pour changer le monde. Même si on va me dire que c'est un grand mot, mais changer le monde, et c'est quelque chose qui se fait, je veux dire, à petite échelle. Pourquoi? Parce que c'est la théorie des cercles concentriques. Tu arrives à changer une partie de ton monde, je fais la même chose, un autre fait la même chose, et en fait, on arrive après à avoir un grand impact. Donc, je pense qu'il est vraiment important que l'on puisse se poser cette question-là, dire qu'est-ce qu'on peut faire moi en tant qu'humain, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau en tant qu'humain, en tant que jeune, pour que ma communauté puisse mieux se porter, la terre puisse mieux se porter, et Inch'Allah, tout le monde se portera bien. Je suis d'accord. Je pense que si tous les jours on devient un petit peu mieux que ce qu'on était, on aurait participé en tout cas positivement au bien-être de cette planète. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé ce podcast, c'est pour échanger positivement, apprendre, partager et surtout montrer qu'au Sénégal, on a des jeunes compétents et que si certains réussissent, d'autres peuvent le faire. En tout cas, je suis reconnaissant pour cette opportunité et j'espère que quand les choses évolueront, tu vas repasser pour nous en dire plus. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, c'était le Cercle d'Influence Podcast. Comme d'hab, j'espère que vous avez pris note, vous avez appris. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à suivre Mariam sur les réseaux sociaux et partager avec elle ce que vous avez appris durant cet épisode. À la prochaine et en attendant, soyez unique, soyez légendaire et soyez gentil. Bye. We out.